Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S503 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 29 septembre 2022. La Story vous est présentée cette semaine par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. David Elbaz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique du département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Vous dirigez aussi la rédaction de la revue Astronomie et Astrophysics et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. On peut citer À la recherche de l'univers invisible. Depuis juillet, nous voyons beaucoup d'images diffusées par la NASA, les agences spatiales européennes et canadiennes, issues du télescope James Webb. Ce qui frappe, au-delà de ce que montrent et révèlent ces photos, c'est leur beauté. Est-ce qu'un scientifique comme vous est aussi sensible à cela que peut l'être le grand public? Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a eu une véritable révolution dans l'imagerie de l'univers qui s'est produite en particulier avec le prédécesseur du télescope spatial James Webb qui s'appelait le télescope spatial Hubble. On s'est rendu compte que, dans un premier temps, que les gens, le public en général, étaient très sensibles aux couleurs, à la beauté. Et puis, les études ont montré que les scientifiques eux-mêmes, lorsqu'ils publiaient des articles dans lesquels ils prenaient garde à essayer de montrer leurs résultats avec des couleurs, que ce soit à travers des graphiques ou à travers des images, et qu'ils prenaient un peu de temps pour développer un peu la beauté de leurs images, leurs articles étaient plus cités. Même d'un point de vue scientifique, leur message scientifique passait mieux. Et donc, bon, il y a bien évidemment, quand on regarde l'univers, par exemple, dans l'infrarouge avec le télescope spatial James Webb, la couleur des images est artificielle, hein, elle est fausse. Et donc, cette beauté est un travail artistique au même titre qu'un peintre qui va choisir les belles couleurs qui vont parler. Mais la beauté est un langage scientifique lorsqu'il est utilisé à bon escient parce que le choix des couleurs permet de mettre en perspective des informations scientifiques pertinentes dans une image qui nous apparaît en deux dimensions et qui tout d'un coup prend une profondeur multidimensionnelle. Pardon de vous couper, mais oui, tout à fait. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut faire confiance à des couleurs représentées sur des images qui sont donc, vous l'avez dit, artificielles, mais ainsi qu'à la manière dont les éléments sont orientés finalement, parce que tout est biaisé, entre guillemets. Vous, je crois que vous parlez de faux informatifs. Voilà, exactement. Alors, il y a deux aspects. Il y a, par exemple, même dans cette image qui s'appelle la montagne mystique, le choix du terme la montagne mystique est déjà vraiment assez parlant de la part des scientifiques américains du Hubble Heritage Project qui ont fait, alors ça c'était pour une image du télescope spatial Hubble, ils ont choisi un zoom particulier, un angle particulier, et ils ont montré un cocon de poussière dans lequel naissent des étoiles, à la verticale, un peu comme une cathédrale, qui donne le sentiment d'une élévation. C'est ce que Emmanuel Kant appelait le sentiment de sublime lorsqu'on regarde une montagne et qui pousse l'âme à s'élever, la raison à s'élever. Donc effectivement, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est entièrement artificiel. Par contre, au niveau du choix des couleurs, c'est un peu comme lorsqu'on apprend un nouveau langage et que on découvre que tel ou tel mot, finalement, qu'on entend plusieurs fois, va signifier qu'on va manger, qu'on va traverser la rue et autres. On finit par s'habituer à ce mot et à la pertinence de ce mot. Eh bien, dans les images en couleur, lorsqu'on voit du rouge, du bleu, du vert, etc., on va retrouver des atomes, l'oxygène, le soufre, l'hydrogène, qui vont avoir un état excité qui dépend du fait qu'il y a à côté d'eux des étoiles qui viennent de naître ou des étoiles qui sont en train de mourir, ou bien des chocs, ou bien de la turbulence, ou bien de tout un tas de phénomènes physiques qui nous parlent et qui donc contiennent un code qui est le même pour tous les scientifiques. Donc en réalité, la beauté se transforme en un discours scientifique et qui en même temps nous permet d'avoir du plaisir quelque part à partager les connaissances. En quoi la première image directe d'une exoplanète, qui a été capturée par le télescope James Webb, constituerait un tournant pour l'astronomie, comme l'a déclaré Sacha Hinckley, un professeur d'astrophysique
à l'université d'Exeter à l'Agence spatiale américaine. Parce que en soi, le fait de voir une telle image d'une exoplanète, c'est pas vraiment inédit. Non, vous avez raison. Je suis même étonné qu'il ait dit ça parce que, en réalité, la détection d'une planète en imagerie directe, ça avait déjà été réalisé. Pour l'instant, avec le télescope spatial James Webb, ce que l'on attend, c'est véritablement une collection de signatures de molécules relativement complexes qui sont accessibles dans des domaines qui sont accessibles uniquement au James Webb. Le fait de voir une planète, l'émission directe d'une planète, c'est quelque chose qui nous émerveille tous, même en tant que spécialistes, et même si ce n'est pas complètement inédit, parce que une planète, c'est quelque chose, c'est un objet qui rayonne très 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 peu de lumière, qui va réfléchir la lumière de son étoile. C'est la confirmation quelque part de ce qu'on voit de manière toujours un peu indirecte quand on voit l'influence d'une planète sur une étoile. Et on a l'espoir, dans un avenir un peu plus lointain, de voir que la couleur d'une planète, cette fois la véritable couleur qui viendra de son albédo, c'est-à-dire des couleurs qui sont réfléchies par la surface de la planète, puisse nous parler de la présence ou non de végétation sur la surface de cette planète et qui sera l'une des signatures possibles de la présence de vie sur une planète en dehors du système solaire. Donc ça a pris une vingtaine d'années, la conception du télescope à peu près. Il prend le relais d'Hubble, qui avait déjà un petit peu révolutionné notre regard sur l'univers. Donc les attentes sont immenses et elles sont déjà presque là. Donc vous personnellement, vous vivez ça comment ? En fait, on est assez excité parce qu'on a ici un télescope qui a la capacité de voir dans l'invisible. Ce n'est pas la première fois qu'on voit dans l'invisible, mais il ouvre quelque part un regard dans un domaine invisible, dans le sens où il n'est pas du domaine du visible, il est dans l'infrarouge, mais qui a la capacité de plonger dans les confins de l'univers et de voir ce qui se passe dans l'atmosphère des exoplanètes, là où personne n'avait vu avant. Et donc, potentiellement, dans les images qui sont en train d'arriver chaque jour, il est possible que l'on soit surpris par des sources de lumière qu'on n'attendait pas et qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est un peu ça qui nous intéresse le plus quelque part, c'est la partie qu'on n'explique pas. Et déjà aujourd'hui, on est en train de voir dans les deux domaines de la naissance des premières sources de lumière et des planètes, des choses qui sont un peu étranges. Pour la naissance des premières sources de lumière, on est en train de voir que les galaxies semblent avoir formé leurs étoiles beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et on essaie de comprendre pourquoi aucune des théories qu'on avait jusqu'à présent pour expliquer la naissance des galaxies ne colle avec ce qu'on voit. C'est un peu tôt pour en conclure quelque chose. Et puis pour les planètes, on commence à avoir des molécules, en particulier d'oxyde de soufre, dont on ne pensait pas qu'on pourrait les voir et qui peuvent révéler une chimie différente sur les planètes. Et donc tout ça, ça ouvre des portes vers de possibles révisions de nos théories qui ont toutes des failles. Et donc, on sait que chaque matin, quand on se lève, il est possible qu'il y ait une découverte de ce type-là. Alors, effectivement, c'est un moment particulièrement enthousiasmant pour nous. Merci beaucoup, David Elbaz. Avec plaisir. Et non, c'est pointu, dis donc, cette story. Mais c'est passionnant, finalement, toutes ces histoires de voir l'invisible. Dès qu'on touche à l'astrophoto, moi, je peux pas m'empêcher de penser à Thierry Legault, qu'on a reçu en fin de dernière saison 4. Qui nous avait éblouis par son savoir et sa pédagogie, ouais. Faudrait le convier à nouveau à nos micros, Thierry, parce que je pense que sa science... De la vulgarisation nous aiderait à comprendre un petit peu plus les choses, mais je trouve que David Elbaz le fait assez bien à sa manière aussi, pour un astrophysicien. Je trouve qu'il vulgarise pas mal le propos, et on comprend à quel point l'interprétation colorée de ces images infrarouges aide à admirer finalement un petit peu ce qui se passe, ce qui se joue dans cette recherche scientifique qui peut parfois nous dépasser, pas seulement parce que ça se passe bien au-delà des cieux, mais c'est réellement passionnant. Le but, quand même, de ce télescope, c'est ni plus ni moins que de remonter aux origines de l'univers, quelques millions d'années après le Big Bang. Tout simplement. Donc, c'est quand même fou. Il y a eu des images qui ont été publiées aussi donc de cette exoplanète dont on a parlé, et qui ferait 6 à 12 fois la masse de Jupiter. Il y a aussi des images de Jupiter qui ont été publiées au mois d'août, sur lesquelles on peut voir les phénomènes de météorologiques, les niveaux d'altitude, les couvertures nuageuses. Bon, sans se passionner pour l'astrophotographie ou l'astronomie, parce que c'est pas mon cas, moi je me passionne pas pour ça, je trouve ça très intéressant. Tout comme on peut suivre
les tribulations du rover Perseverance en fil rouge dans ce podcast, et on y reviendra, avec les découvertes qui sont faites aussi là-bas, eh bien, ça donne envie de regarder de temps en temps un petit peu là-haut et de voir ce qui se trame et surtout les découvertes qui peuvent en être faites. Mais en tout cas, il y a des grands fans d'astrophotographie. C'est une communauté qui est extrêmement forte. Vous en parlez d'astrophoto, Damien, sur Phototrend? Ah oui, on a fait un dossier il y a quelques temps déjà, un mercredi pratique, donc les fameux mercredis pratiques, où on explique une technique. Et là, on a pris un photographe spécialisé dans l'astro qui nous a expliqué justement un peu les bases, comment commencer, l'équipement à utiliser, mais il y a aussi pas mal une partie de post-traitement, parce qu'en effet, Ouais. ce que le télescope ou la caméra voit, c'est pas du tout le résultat final. Il y a un passage par des logiciels spécialisés. Mais donc voilà, l'astro, c'est une pratique, je pense, qui est dévorante, parce que c'est passionnant quand on rentre dedans, on met le bras dedans et on découvre plein de choses, et même rien que déjà d'observer les étoiles en été ou des choses comme ça. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des artistes qui utilisent l'astrophotographie, mais de manière un peu plus créative. Moi, j'ai en tête Caroline donc Corbasson, qui avait fait une série Pollen, qui avait en fait utilisé d'anciens clichés d'astrophoto, et en les mettant en parallèle avec des clichés de végétaux, parce que les étoiles ressemblaient un peu à du pollen dans ces images. Et donc, voilà une manière un peu de détourner l'astrophoto. Et sur Jupiter, pour terminer, en effet, cet été, il y a eu des images qui ont été publiées. Et ce qui était intéressant aussi, c'est de voir la différence avec les premières images de Jupiter. Alors là, on remonte à 1879 et on voyait bon, voilà, c'est une bouillie de pixels aujourd'hui, Ouais. et aujourd'hui, on voit la profondeur de l'image et la qualité que James Webb permet d'obtenir. Alors, au-delà de toute considération scientifique, c'est beau. Moi, je suis toujours émerveillé par les images d'astro. C'est beau et c'est détaillé. Alors, on ne dira pas que c'est parce que c'est détaillé que c'est beau. En tout cas, c'est plus lisible. Et c'est beaucoup plus lisible aussi que les images qui provenaient d'Hubble, le télescope qui le remplace, qui gravite toujours quelque part à des millions de kilomètres d'ici. Oui, effectivement, ça ouvre d'autres portes scientifiques. Bon, bah voilà pour cette story. Merci beaucoup, Benjamin. C'était une fois de plus extrêmement passionnant.